Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail. Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette conférence de sociologie à la Maison du Livre de l'Image et du Son. On est très heureux d'accueillir Baptiste Giraud, maître de conférence en sociologie à l'université Aix-Marseille. Le réseau des médiathèques de Villeurbanne a quand même pour objectif d'ouvrir tous les champs de savoir et de l'information auprès de leur public. Donc on fait aussi de la sociologie sur un sujet qui paraît un peu qui peut être d'actualité, même s'il l'est pas, il était plus l'année dernière, donc sur réapprendre à faire grève. Donc, est-ce que tu veux te présenter un peu plus, Baptiste, sur ce que tu fais en dehors de ce livre, même sur ton travail, sur tes études et ce genre de choses? Si tu veux, oui. Bonsoir. C'est bon, ça marche, non? Ouais. Merci Benoît. Alors tu lis mal tes notes. Je suis maître de conférence en sciences politiques. Bon, c'est pas très grave, mais à l'articulation de la sociologie et de la science politique, non, mais tu as dit l'essentiel. Donc je suis en poste à l'université d'Aix-Marseille, membre d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'économie de sociologie du travail, qui est situé pour ça par Aix-en-Provence. Et je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur les questions syndicales, de l'objet du syndicalisme, et le livre dont on va parler dans un instant, j'ai exhumé ma thèse, qui est ancienne maintenant, parce que j'ai soutenu en 2009. Et depuis, j'ai continué à travailler sur les questions syndicales, autour des questions d'expertise sur les questions de santé au travail, les transformations des pratiques de la négociation collective en entreprise. Et puis là, on ouvre avec d'autres collègues un nouveau chantier sur les liens entre travail et politique et les effets du travail sur le rapport aux politiques en particulier. Merci pour cette présentation complète. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, une question de base, ce que c'est que ton travail, en quoi il consiste, en quoi ce livre comme production consiste? Oui. Donc du coup, je pense que vous l'avez déjà compris, ce bouquin n'est pas un essai. Il n'est pas un roman, il n'est pas une œuvre de fiction, il est le résultat d'une enquête en sciences sociales. Donc d'une enquête que j'ai menée dans les années 2000 pendant ma thèse de doctorat. Thèse de doctorat qui portait de manière plus large sur les stratégies de la grève et les formes de la conflictualité au travail dans les entreprises du secteur privé, analysées dans des secteurs très très variés, de l'industrie jusqu'au secteur du commerce et des services. Et ce livre, il est recentré sur cette dernière partie de ma thèse exclusivement, donc sur des secteurs, le secteur du commerce et des services, qui se démarquent de l'industrie par le fait que ce n'est pas un secteur avec une très forte historicité du syndicalisme, et que c'est un secteur qui, par ailleurs, est un espèce de laboratoire d'une nouvelle forme de précarité au travail. Bon, on reviendra un petit peu là-dessus, mais donc l'idée, c'est n'est pas de faire, pour reprendre le titre d'un autre ouvrage, plus sous la forme d'essai, n'est pas de faire une éloge de la grève. Il n'est pas non plus d'accompagner tous les discours qui consistent à stigmatiser ou à disqualifier la grève et à y voir une forme d'anomalie, d'anachronie des relations professionnelles, donc c'est-à-dire des relations entre syndicats et patronat en France. Mais donc c'est le résultat d'un travail d'enquête qui a été mené pendant 2 années au sein d'une structure de la CGT qui s'appelle l'Union syndicale du commerce et des services. Donc une union syndicale, c'est une structure territoriale qui a vocation à fédérer, à coordonner l'action de tous les syndicats d'entreprise et toutes les sections syndicales d'entreprise de la CGT qui se situent dans les entreprises du commerce et des services à Paris. Donc, étant entendu qu'à Paris, comme vous vous en doutez, l'emploi industriel est très limité et donc le secteur des services absorbe, concentre en tout cas la quasi-totalité des emplois qui sont à pourvoir dans la capitale. Donc concrètement, ça représente un peu plus, à l'époque, en tout cas d'1,5 million d'emplois de salariés qui sont concernés théoriquement par cette structure territoriale. Et donc pendant 2 années, j'ai suivi le travail de ces permanents
pour observer, étudier à la fois comment ils accompagnaient les militants dans leur prise de mandat dans les entreprises, dans les mobilisations qu'ils pouvaient initier à l'échelle de leur entreprise, et plus largement, d'où le titre, dans l'apprentissage des techniques de l'action syndicale et des techniques de la lutte syndicale. Je me suis centré dans cet ouvrage sur ce terrain d'enquête parce que, pour reprendre les termes d'un historien, pour faire plaisir à Fabien, Norbert Elias, allemand, il dit qu'est-ce que la sociologie, parce qu'il a aussi parlé de sociologie, il a dit la sociologie c'est chasser des mythes, le sociologue est un chasseur de mythes. Donc dans cet ouvrage, j'essaye de m'attaquer à deux mythes, à déconstruire deux mythes politiques qui sont souvent associés à la grève. C'est d'un côté ceux qui réprouvent la pratique de la grève au motif que, comme je le disais, c'est une pratique obsolète qui serait le symptôme d'une certaine forme d'archaïsme des relations de travail en France et qui se plaint, qui regrette ce qui serait supposé être une culture de la grève en France. Bon, j'essaie de montrer que c'est loin d'être le cas, y compris dans une organisation comme la CGT. On y reviendra dans un instant. Et le deuxième mythe, c'est le mythe qui est plutôt justement du côté de la gauche, du côté d'une certaine forme de syndicalisme hérité du syndicalisme révolutionnaire, qui se projette toujours sur le mythe de la grève générale. Et évidemment, ce bouquin, il a mûri, en tout cas, l'envie de traduire, de transformer la thèse en bouquin. Elle est née chez moi pendant les mobilisations de 2023 qui ont vu de nouveau fleurir les appels à la grève générale. Avec l'idée que s'il n'y a pas de grève générale, c'est que les directions syndicales ne le veulent pas. Bon, je dirais que de manière très pragmatique, le livre, c'est de montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. Si c'était que ça, si c'était que les directions syndicales qui empêchaient l'avènement de la grève insurrectionnelle, le problème pourrait se résoudre. Mais on n'en est pas encore là. Donc voilà. Donc c'est un bouquin qui essaie de tenir un peu les deux fils à travers de ce que j'ai pu observer, de montrer que à la fois le mythe de la gréviculture ne se vérifie pas dans les pratiques des militants syndicaux et que dans cet ouvrage, les permanents que je suis, ils passent beaucoup moins de temps à réfréner les ardeurs révolutionnaires des militants d'entreprise qu'à essayer de les susciter avec beaucoup de difficultés. Voilà, donc c'est un petit peu ça aussi que j'essaie de questionner, ce décalage et ces tensions dans la capacité de permanents locaux de la CGT à reproduire un syndicalisme qui s'inscrit dans la lignée d'un syndicalisme de lutte, si je reprends le vocabulaire indigène de la CGT, c'est-à-dire un syndicalisme de transformation sociale qui place au cœur de son référentiel, j'allais dire militant, l'exercice du rapport de force, la grève, mais qui a des difficultés à se transmettre. Merci pour cette première présentation. Il y a quand même dans ton travail d'étude, tu parles effectivement de comment ça se passe à Paris. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans les services que tu as étudiés particulièrement? Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de ces milieux, sur comment tu as travaillé dessus, mais aussi qu'est-ce qui fait la particularité de ça par rapport aux grandes centrales, aux grandes fédérations de la CGT, comme les cheminots, l'énergie, les dockers dont on a entendu parler ces derniers jours, et tous ces mouvements-là? Tout à fait. Ou par exemple, par rapport à la Fédération des services publics dont j'étais l'invité avant-hier, effectivement, le contraste est très important. Alors peut-être pour dire pourquoi j'ai choisi ça. Alors, quand même quelques éléments. Souvent, donc, quand on répète à l'envi qu'il y aurait une forme de culture de la grève en France, il faut quand même rappeler un élément important qui a mis en lumière l'épisode conflictuel de 2023, qui montre que d'une certaine manière, les organisations syndicales restent sans doute les organisations du mouvement social qui restent les plus en capacité à mobiliser à large échelle et sur le long terme des citoyens. Bon, ici, en tant que salariés, quels que soient les chiffres qu'on va y donner, 2 millions, 3 millions de manifestants, c'est beaucoup. Il n'y a aucune structure du mouvement social qui est capable aujourd'hui de mettre autant de personnes dans la manifestation, dans la rue. Et en même temps, le constat qu'on a pu faire en 2023, c'est que des grèves, il n'y en a quasiment pas eu, ou très peu.
les statistiques n'étaient pas disponibles au moment où j'ai écrit l'ouvrage, mais elles sont venues conforter cette intuition qui est remontée du terrain. Maintenant, on a les statistiques de grève de 2023. Il y a eu un petit regard de grève par rapport aux années habituelles, mais enfin, c'est très limité. Ça veut dire très concrètement, il y a eu sur l'année 2023 simplement 2,5% des entreprises de plus de 10 salariés qui ont connu au moins une grève sur l'année. Voilà. Donc, en règle générale, on est plutôt sur un étiage de 1,5%. Donc, c'est effectivement plus. Mais évidemment, ce n'est pas le raz-de-marée, ce n'est pas la France à l'arrêt comme l'avait souhaité Laurent Berger. On en était loin. Et donc, de manière plus générale, la tendance, elle est à une baisse assez forte de l'intensité des grèves en France. C'est une tendance qui s'observe à l'échelle de l'ensemble des pays occidentaux, mais donc qui touche aussi, qui n'épargne pas la France, qui touche tous les secteurs. C'est peut-être aussi un premier point pour commencer à répondre plus frontalement à ta question, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer non plus des secteurs où on ne ferait pas grève avec des secteurs où la grève irait de soi. Les statistiques de grève, elles montrent que depuis 20 ans en particulier, alors la baisse de l'intensité des grèves, elle est depuis 40 ans, depuis le début des années 1980, mais ce qui est assez frappant dans les séries statistiques, c'est que depuis le début des années 2000, cette baisse, elle touche aussi maintenant les secteurs qu'on pourrait qualifier de bastions syndicaux, secteur public, grandes entreprises industrielles. Et cette baisse, elle se mesure à deux niveaux. Moins de grèves, donc les grèves sont moins nombreuses et elles sont moins amples. C'est-à-dire que la participation des salariés aux grèves diminue. Et de manière assez significative, on a moins 20 points. Hein, donc c'est colossal. C'est pas une petite baisse. C'est-à-dire lorsqu'une grève se déclenche dans une entreprise, il y a aujourd'hui en gros en moyenne 40% des salariés qui y participent contre 60% 20 ans auparavant. Donc cette tendance, elle est générale, mais par ailleurs, et donc là j'en viens directement à la question que tu me posais, on observe alors, non seulement des différences entre public et privé, bien sûr, l'intensité des grèves reste plus forte dans le secteur public que dans le secteur privé, parce que le statut protecteur de l'emploi des fonctionnaires facilite, ou en tout cas limite les risques qui peuvent être associés à la grève, parce que aussi il se maintient dans le secteur public une forte identité de métier, de profession, d'attachement au sens du service public, parce qu'il y a aussi une forme qui commence à s'éroder sérieusement, mais d'homogénéité des statuts, donc qui facilite aussi la construction de la mobilisation autour d'intérêts collectifs, etc. Donc autant d'éléments, plus une présence syndicale forte avec des droits syndicaux qui restent quand même assez élevés, donc autant d'éléments qui facilitent la mobilisation syndicale et qui expliquent que la mobilisation soit plus fréquente dans le public que dans le privé. Mais à l'intérieur même du privé, il y a de grands écarts. En fonction de la taille des entreprises. Les grèves se concentrent pour l'essentiel dans les grandes entreprises. Elles sont très rares ou beaucoup plus rares dans les petites entreprises. Et à cela s'ajoute un écart en fonction des secteurs d'activité. Dans le secteur privé, c'est l'industrie qui concentre encore l'essentiel des grèves du secteur privé. En revanche, le secteur sur lequel je me suis intéressé, commerce et services, qui regroupe des métiers et des univers professionnels excessivement variés, puisque la Fédération du commerce et des services recouvre plus de 100 conventions collectives différentes. Donc ça va essentiellement des métiers de l'hôtellerie, café, restauration, à la grande distribution, en passant par le secteur du nettoyage, jusqu'aux sociétés de sécurité, sans oublier les laveurs de vitres. Enfin bref, il y a des métiers excessivement différents. Donc c'est quand même déjà une première spécificité, c'est que c'est une fédération et des univers professionnels qui sont extrêmement atomisés du point de vue simplement des métiers et des règles qui organisent les relations de travail dans ces métiers. C'est un très grand contraste avec la métallurgie, par exemple, où il y a une convention collective, alors même si elle vient d'être négociée, évidemment plutôt à la baisse, etc. Mais ça reste une convention collective très large et assez protectrice. Pour les salariés, je vous donne juste un exemple très concret. La convention de la métallurgie, un ouvrier qui quitte son entreprise pour aller dans une autre entreprise conserve son ancienneté, par exemple. C'est prévu dans la convention de la métallurgie. Bon, dans le commerce et les services, évidemment, si vous vous en doutez, ça n'existe absolument pas. C'est pas du tout la même chose. Et puis, je pense que là, vous le savez aussi de manière intuitive, à tous les cas. Ce qui m'intéresse dans ces secteurs-là, au-delà de leur émiettement, c'est qu'à la fois, ils sont symptomatiques d'un renouvellement des espaces professionnels d'ancrage du syndicalisme.
dans un contexte où on est passé d'un capitalisme industriel de production à un capitalisme de services de distribution et de services aux personnes et aux entreprises. Et donc ça, évidemment, c'est un premier choc pour le syndicalisme et en particulier pour une organisation comme la CGT qui, historiquement, s'est construite d'abord dans l'industrie puis ensuite dans la fonction publique. Et donc, elle est confrontée à la nécessité de se redéployer dans des univers professionnels dans lesquels le syndicat est faiblement implanté. Et puis, évidemment, la condition salariale de ces travailleurs s'est profondément bouleversée. On peut dire que ce secteur du commerce et des services était un peu le laboratoire d'expérimentation de toutes les politiques néolibérales qui maintenant s'étendent à l'ensemble des secteurs du privé, y compris du secteur public avec la contractualisation, etc., etc. Mais donc, très concrètement, ça veut dire c'est dans le secteur du commerce et des services qu'on a vu apparaître la multiplicité des statuts du travail pour le travail de nuit, pour le travail dominical. Donc, vous avez CDI, CDD, CDD d'usage, les extras aussi, par exemple, dans les hôtels, c'est-à-dire des salariés qui ne sont pas des CDD, qui ne sont pas des intérimaires, mais qui sont embauchés au jour le jour, des femmes de ménage en particulier, pour compléter le personnel présent. Bon, dans la restauration rapide, évidemment, ce qu'on connaît, c'est aussi le recours à tous les contrats à temps très partiels, qui s'adresse plutôt à une main-d'œuvre juvénile, étudiante, lycéenne, qui fait 7 heures, 10 heures de travail dans la semaine. Donc, il y a un très grand morcellement des collectifs de travail. Il y a l'éclatement des statuts des salariés, auxquels s'ajoutent 2 phénomènes nouveaux. Enfin, un, c'est que le secteur du commerce et des services, à la grande différence de l'industrie, il est caractérisé par une surreprésentation des petites entreprises. C'est là qu'on va retrouver un de mes terrains d'enquête va porter par exemple sur un entrepôt de la logistique. Alors évidemment, quand on dit logistique, on a toutes et tous en tête Amazon. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que dans le secteur de la logistique, c'est pas du tout des grands entrepôts. En fait, ce qui est très dominant, c'est des petits entrepôts, des tout petits entrepôts d'une vingtaine de salariés. Et donc, le secteur du commerce et des services, il est très très symptomatique du morcellement du salariat qui se retrouve un peu partout. Et lorsque les salariés ne travaillent pas dans des petites unités de production, si je prends l'exemple maintenant des salariés qui travaillent dans les sociétés de sécurité, les agents qui font de sécurité à l'entrée des espaces publics ou privés, enfin peu importe, fréquentés par le public, eh bien évidemment, c'est des collectifs de travail totalement éclatés. C'est-à-dire que là, ils travaillent dans des très très grandes entreprises, plusieurs milliers de salariés parfois, mais qui ne se rencontrent jamais. Ils ont un même employeur, mais ils ne sont jamais concrètement ensemble. Alors, ce qui pose une première difficulté assez redoutable pour l'organisation syndicale, c'est comment déjà s'adresser à tous les salariés, comment les réunir. Alors là, tu parlais de contraste. Là, le contraste, il est énorme, par exemple, par rapport au droit et à la possibilité dans la fonction publique d'organiser des heures d'information syndicale. Et en plus, pour les agents de la fonction publique, ils peuvent se rendre à l'heure d'information syndicale sur leur temps de travail. Alors, ce droit-là n'existe pas dans le secteur privé, puis vous pouvez organiser une heure d'information syndicale dans une entreprise où les salariés ne travaillent pas à l'entreprise, évidemment vous n'aurez personne, encore moins de monde que ce soir. Et donc l'efficacité du travail militant, évidemment, est redoublée de difficultés. Et donc pour toutes ces raisons, la trame du livre, en fait, bon, c'est un truc très, très classique pour nous en sciences politiques. Là, il n'y a vraiment rien de révolutionnaire de ma part, mais c'est de questionner un paradoxe à la fois politique et sociologique que nous, on aime bien mettre au centre de nos questionnements. Pourquoi ce sont les salariés les plus précarisés, ceux qui, a priori, auraient le plus de bonnes raisons de se révolter, de se mobiliser, ceux qui sont les premiers exposés aux effets des politiques néolibérales ou de report de l'âge de départ à la retraite. Là, on est typiquement sur des salariés qui vont être les plus exposés aux effets de ces réformes et qui sont les moins mobilisés, les moins enclins en tout cas à se mobiliser. Donc voilà, c'est parti là-dessus. Non, c'est... Oui, non, mais parce que oui, effectivement, c'était un peu... Enfin, vas-y, enchaîne, parce que effectivement, là, tu me perds un peu dans tes explications, je dois avouer. Mais là, voilà, il y avait... ce serait pas mal que tu puisses revenir en détail, justement, quand tu parlais de ton terrain de recherche, que tu puisses nous donner des exemples un peu concrets sur comment ça se passait ton travail et comment tu as analysé le travail sur cette plateforme logistique, par exemple, ou sur d'autres endroits que tu as cités, comme l'hôtellerie, ce genre de choses et ce genre de milieu, par exemple.
Voilà, très concrètement, donc ça veut dire que moi, mon poste d'observation, ça a été les locaux de cette union syndicale qui est située dans une annexe de la Bourse du Travail de Paris, rue Turbigo, donc à côté de la place de la République. Ils occupent ils occupaient, parce qu'ils sont en train de se faire dégager par Hidalgo, mais ils occupaient le 4e étage voilà, de cet immeuble, juste au-dessus de l'étage occupé par les permanents de la RATP. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est intéressant sur ce que ça dit des frictions à l'intérieur d'une organisation comme la CGT. Parce qu'en gros, ils ne se parlent pas. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Et donc, ils sont 3 permanents. Concrètement dans cette union syndicale. Et quand je dis 3 permanents, je devrais dire en réalité 2,5, parce qu'il y en a un qui partage son temps de travail avec une fonction, enfin qui partageait parce qu'il est à la retraite aujourd'hui, mais à l'époque il était aussi à mi-temps trésorier pour l'union départementale de la même CGT évidemment, sur Paris, qui vous en doutez n'est pas une petite union départementale, donc il y a quand même du travail important pour lui. Peut-être dire tout simplement, alors d'abord c'est quoi le rôle de ces permanents? Peut-être pour commencer par là. Ils ont 4 tâches essentielles, ces permanents. Ils assurent d'abord tout l'accueil des adhérents et des militants de ces sections et de ces syndicats d'entreprise pour répondre à toutes leurs questions, et elles sont très nombreuses, parce qu'on a affaire donc à des équipes militantes qui sont quand même fragiles. Fragiles parce qu'ils sont peu de militants, et fragiles parce qu'il y a parmi eux, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, beaucoup de militants qui sont peu expérimentés. On n'a pas du tout affaire aux militants de la pétrochimie de la vallée du Rhône de Lyon, ou des militants de la SNCF ou de la fonction publique, voilà, qui ont 20 ans de boutique derrière eux, 20 ans de mandats syndicaux, et qui surtout ont appris leur travail militant au contact d'anciens militants eux-mêmes. Donc il y a une forme de socialisation par la pratique à leur rôle qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc effectivement, lorsqu'un problème s'oppose dans leur entreprise, ils savent, ça ne veut pas dire qu'ils y parviennent tout le temps, mais ils savent le résoudre de manière autonome. Donc c'est une première tâche très importante. Deuxième tâche très importante pour ces permanents, négocier les protocoles d'accords électoraux pour organiser les élections professionnelles avec ceux qu'ils appellent les tauliers, donc autrement dit les patrons des entreprises. Donc c'est le vocabulaire indigène, hein. On ne dit pas patron, on dit le taulier, les tauliers. Sachant qu'on est dans un secteur, c'est un premier point, enfin c'est un point aussi important à souligner, qui marque bien aussi la spécificité de ce milieu. On est face à un patronat qui est très hostile au syndicalisme dans son ensemble. On n'est pas du tout sur le patronat de la SNCF ou des grandes entreprises du privé qui sait pour le patronat qu'il doit composer avec l'existence de représentants syndicaux et qu'il faut rechercher des éléments de compromis, d'entente, de bonne entente, maintenir de bonne entente. Voilà, ça ne va pas dire oui à tout, bien entendu, mais où les relations professionnelles, les relations, tout le travail de représentation des personnels est fortement institutionnalisé, fonctionne avec des DRH qui sont eux-mêmes des professionnels de la gestion du syndicalisme. Dans le monde du commerce et des services, on n'est pas du tout là-dessus. On est beaucoup sur les entreprises familiales. Donc ça veut dire concrètement, il y a très peu de RH. Les RH qui existent, c'est des RH qui sont surtout des spécialistes du droit, qui sont là pour faire du recrutement, pour faire du licenciement, pour faire de la répression et du contrôle. Et on est sur un modèle d'entreprise familiale où le patronat considère que le seul pouvoir légitime dans l'entreprise, c'est le patron. Et donc il ne peut pas y avoir de contre-pouvoir, ou en tout cas de sont tolérés que des représentants du personnel ou syndicaux qui sont conciliants, on va dire, avec l'employeur, et généralement choisis par lui. Bon, ça c'est l'objet d'un autre travail que j'ai fait après. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'évidemment, lorsque des salariés se présentent auprès de l'union syndicale pour adhérer, parce que ça arrive assez souvent, qui se présentent et qui veulent organiser des élections, les patrons généralement ils rechignent, et donc il faut aller devant la justice, et donc ça c'est un travail très important. Troisième tâche très importante, la formation syndicale. Alors ce qui est aussi j'aime bien rappeler ça, un élément de distinction du syndicalisme par rapport à tous les autres espaces d'action collective et militante, parce que moi, le premier, j'ai beaucoup tendance à insister sur les limites et les difficultés du syndicalisme aujourd'hui, mais il faut quand même rendre grâce au syndicalisme d'être sans doute un des derniers espaces d'éducation populaire. Mais donc évidemment, pour accompagner, surtout dans des secteurs comme le commerce et les services, qui a recours essentiellement à une main-d'œuvre peu diplômés, beaucoup à Paris en particulier, beaucoup issus des migrations, donc avec un rapport à l'écrit et à la langue française qui peut être problématique. C'est pas toujours le cas, hein. Il ne faut pas non plus
plus dire les choses de manière trop unilatérale. Il y a aussi parmi ces migrants beaucoup de gens qui ont fait des études dans leur pays d'origine et qui se retrouvent déclassés, qui du coup peuvent réinvestir les mandats syndicaux. Mais enfin, pour beaucoup, bref, il y a vraiment tout un travail d'apprentissage, de familiarisation avec le droit, avec l'économie, tout un travail de réassurance. Il y a des stages d'apprentissage, comment on rédige un tract. Bon, ce qui est loin d'être évident pour des salariés qui ont ce profil-là. Et donc, c'est un travail colossal et qui est tout le temps à recommencer parce que on est dans des secteurs où la mobilité des salariés est très importante. C'est-à-dire qu'ils passent d'une entreprise à l'autre parce qu'on est sur des marchés du travail très tendus. Et comme c'est des salariés qui ont des métiers peu valorisés, c'est le moins qu'on puisse dire, ils n'ont pas grand-chose à perdre en fait à quitter leur travail parce qu'ils vont retrouver l'équivalent pour les garçons de café, pour les femmes de ménage, pour les ouvriers des entrepôts de logistique, en règle générale, lorsqu'ils arrivent en situation de conflit avec leur employeur, ça se traduit par une démission et ils vont rechercher du travail ailleurs. Bon, et comme militer en tant que syndicaliste est quand même très éprouvant dans ces entreprises, parce que les syndicalistes sont quand même très isolés, parce qu'ils sont confrontés à une répression patronale importante, beaucoup finissent par baisser les bras et à accepter les transactions financières que leur proposent les directions pour s'en débarrasser. Donc, à l'époque, ça se réglait à coût de 30 000, 40 000 euros, alors ce qui peut paraître peu, mais évidemment beaucoup pour ces salariés. Et donc, dès que ces militants quittent l'entreprise, il faut tout recommencer pour le syndicat. Il y a quasiment tout à reconstruire. Je vous donne juste un exemple concret. À Paris, il y avait eu toute une série de grèves dans les McDonald's qui avaient fait beaucoup parler d'eux au début des années 2000, et qui avaient servi de point d'appui à l'émergence et de jeunes représentants syndicaux. Moi, quand j'arrive, 5 ans plus tard, ils n'y sont plus. Ils sont tous partis au terme de transactions financières, les uns pour acheter une licence taxi, les autres ils ont trouvé un emploi à la RATP, que c'est souvent le syndicat qui les aide à trouver ce type d'emploi. Évidemment, mieux rémunérés, avec des perspectives de carrière, bref. Et donc, ce travail de formation, c'est un peu comme le tonneau de Sisyphe, il faut tout le temps recommencer, donc c'est colossal. Et puis, le dernier temps, c'est le soutien aux mobilisations. Voilà, c'est la 4e facette de cette union du travail de ces permanents syndicaux, c'est-à-dire être présent, accompagner, encourager, organiser, structurer les luttes lorsqu'elles se déclenchent. C'est tout l'objet notamment, c'est présent dans tout l'ouvrage, mais la deuxième partie de l'ouvrage, elle porte sur trois conflits que j'ai suivis sur le long terme, puisque c'est aussi une des spécificités de ces mobilisations dans ce secteur, compte tenu de l'âpreté des relations avec les employeurs. Il n'est pas rare que lorsqu'une grève se déclenche, elle dure très longtemps. Elle dure très longtemps. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, France 2 a consacré un téléfilm qui s'appelle Frotter, Frotter, inspiré, c'est un très mauvais téléfilm, mais inspiré de la grève Ibis-Batignolles. Vraiment, je ne peux pas me reconnaître dans la manière dont c'est raconté, parce que c'est vraiment des visions assez caricaturales de toutes parts. Mais en tout cas, ce genre de conflit dont vous avez entendu parler, la déléguée syndicale, c'était Rachel Keke, qui avait été ensuite élue comme députée à l'Assemblée nationale sous la bannière de la LFI, puis qui n'a pas été réélue en juillet dernier. Mais en tout cas, voilà, ces conflits peuvent durer. Donc très concrètement, pour être très concret, comme tu m'y invites, les 3 grèves, c'est une grève des ouvriers d'un entrepôt de logistique qui va durer 2 semaines. 2 semaines, c'est déjà beaucoup, mais c'est rien comparé à 1 mois de grève pour des salariés d'un établissement de restauration rapide, et c'est encore rien par rapport au 3e conflit de femmes de chambre qui va durer 4 mois et demi dans un hôtel 4 étoiles de Paris qui n'a pas eu une percée médiatique nationale. Non, c'est parce que c'est pas celui auquel vous pensez, je pense. Voilà. Donc il est assez peu connu. Mais en tout cas, c'est des conflits. Donc, alors, j'insiste sur un point. Statistiquement, je l'écris dans le livre, c'est une exception statistique. C'est-à-dire que la majorité des conflits, tous secteurs confondus, c'est des grèves courtes. Ce qui caractérise la grève aujourd'hui, c'est plutôt le débrayage ou la grève d'une journée pour la fonction publique, puisque les règles sont différentes, etc. Mais même si ces grèves sont rares, elles existent et elles sont très emblématiques, en fait,
de la très forte résistance que les directions d'entreprise opposent aux salariés lorsqu'ils se mettent en grève, et en particulier lorsque c'est leur première grève. Parce que c'est un des conseils qu'on donne au RH dans les stages de formation de gestion des conflits du travail que j'ai observé par ailleurs. Lorsqu'une grève se déclenche, surtout ne réagissez pas. Surtout, ne faites rien. La grève, ça coûte. La grève, c'est dur. Il faut que ça soit une épreuve pour les salariés, pour les décourager de recommencer. Que si la direction cède tout de suite ou fait des concessions dès le premier jour, c'est envoyer un signal de vulnérabilité, de faiblesse de la direction vis-à-vis des syndicalistes et des salariés, et donc risquer de les encourager à recommencer. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que du coup, vous comprenez que le rôle des permanents syndicaux il est crucial dans ce type de conflit. C'est que dans des situations de conflit où les grévistes sont assez souvent minoritaires, peut-être qu'on y reviendra, où il est difficile pour les salariés de véritablement perturber l'activité économique de l'entreprise, le soutien organisationnel et militant est primordial. Bon. Et ce que j'essaye de pointer dans ce bouquin, c'est justement toutes les difficultés que peut rencontrer, y compris une organisation comme la CGT, qui, dans ses congrès, parle tout le temps syndicalistes de classe, de grève, etc. Mais concrètement, pour organiser la solidarité de classe et pour organiser le soutien à un militant auprès de ces grévistes, c'est très compliqué. Et donc, je disais tout à l'heure, ces permanents, ils sont au-dessus du syndicat de la RATP. La RATP, ils ont des moyens de fonctionnement, ils ont beaucoup de permanents, mais ils ne sont jamais présents sur les conflits de ces salariés. C'est généralement les mêmes qui, après en congrès, récitent la liturgie du syndicalisme de classe et de masse. Voilà, mais donc le livre, il essaye aussi de pointer un peu les contradictions politiques et militantes. Alors, je ne sais pas si... On verra dans le débat si vous voulez qu'on rentre dans le débat, mais pour pointer aussi comment les effets de structuration de la CGT, du syndicalisme de la CGT, mais je pourrais dire la même chose de Solidaire ou de la CFDT. Je fais quelques incursions du côté de la CFDT dans ce bouquin, parce que j'ai rencontré aussi les permanents. Alors eux, ils déplorent qu'il faille organiser des grèves dans le secteur du commerce et des services, mais ils sont les premiers à reconnaître que sans grève, il ne se passe rien dans ces secteurs, compte tenu de l'attitude du patronat. Voilà. Mais ils sont eux-mêmes en grande difficulté pour organiser concrètement la mobilisation de ces salariés. Donc, ça tient aussi pour partie au fait que ces structures syndicales dites de proximité, alors ici, on parle d'union syndicale, ailleurs, c'est plus souvent les unions locales qui ont cette vocation-là, qui sont donc... vous le savez sans doute pour certains d'entre vous, des lieux de coordination de l'activité de tous les syndicats de la CGT, où il y a la même chose à Force ouvrière. La CFDT, ça transite plutôt par les syndicats départementaux professionnels. Enfin bref, il y a des structures territoriales. La difficulté, c'est que quand on regarde où sont les ressources financières en termes de permanents des syndicats, ils ne sont pas du tout là. Les unions locales, alors l'union syndicale que j'ai étudiée, quand je dis 3 permanents, c'est une exception. C'est déjà une union syndicale richement dotée et en même temps 3 permanents pour 1,5 million de salariés. 3 permanents pour 2500 syndicats d'entreprises à coordonner sur Paris. Bon, donc ça a des implications très concrètes. Ça veut dire qu'il y a un permanent qui me dit, enfin, que je fais redire dans le livre, il me dit, je passe mon temps à répondre à des militants que je ne connais pas, quoi. Qui m'appellent, etc., qui me disent leur nom, puis moi, comme ça fait 1 an, 2 ans que je ne l'ai pas vu, ils ne voient pas qui c'est. Bon, ça nous dit quand même beaucoup de choses sur le fait du lien très, très distendu qu'il existe entre ces permanents, entre l'organisation et les militants qui adhèrent à cette même organisation. Et ça a des effets très concrets. Ça a des effets très concrets sur les limites de la capacité de l'organisation à former ces militants, à en faire des militants à l'image de ce que l'organisation voudrait qu'ils soient. D'autant plus que là, on a affaire à beaucoup de militants qui entretiennent un rapport très, très dépolitisé au syndicalisme, qui n'ont pas du tout une socialisation politique préalable, qui sont beaucoup venus au syndicat parce qu'ils rencontraient des difficultés avec leur employeur. Bon, il y a beaucoup d'illégalisme patronaux quand même dans ce secteur, donc le non-paiement des heures supplémentaires. Ça vient souvent aussi, ils viennent souvent au syndicat lorsqu'ils sont menacés de sanctions par leur employeur. Bref, ils s'adressent au syndicat d'abord dans une logique de protection. Et d'abord dans l'idée que le syndicalisme peut leur offrir l'accès aux droits.
et la possibilité de faire appliquer le droit. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que de ce fait, il y a un très grand décalage entre des permanents syndicaux qui essayent d'inciter des militants à être des militants, comme on dit dans le vocabulaire indigène, revendicatifs, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de faire appliquer le droit, mais apporter aussi des revendications d'amélioration des salaires, d'amélioration des conditions de travail, par rapport à des militants qui se satisfont, eux, mais on peut le comprendre par rapport à leur trajectoire et au contexte dans lequel ils militent, qui se satisfont, eux, du syndicalisme comme messager du droit, si je reprends le terme d'un militant. Et évidemment, compte tenu du fait que les permanents ont un lien très très distendu avec ces militants, c'est très difficile de les faire venir sur une conception plus politisée, plus revendicative vis-à-vis de ces actions. Et ça veut dire aussi concrètement que lorsque la Confédération appelle à la mobilisation, ces militants, on ne les voit pas. Logiquement, là, pour le coup, on a une centaine d'années de travaux sociaux qui montrent que ce qui compte, ce qui fonctionne comme l'un des principaux leviers de la mobilisation dans une action collective, la grève, quelle qu'elle soit, c'est le lien que vous entretenez avec les militants qui l'organisent, et c'est les facteurs d'incitation à la mobilisation que les liens que vous entretenez avec l'organisation vous donnent à participer, parce que vous ressentez une forme soit d'obligation morale. Votre organisation appelle à la mobilisation, à la limite, on ne se pose pas de questions. Si l'organisation appelle, on y va, par loyauté, parce que vous connaissez plein d'autres militants et que vous avez plaisir à les retrouver, et que la manif, au-delà de sa dimension revendicative, c'est d'abord une dimension aussi festive ou ludique, ou le plaisir de retrouver. Et je montre dans le livre qu'une militante qui est arrivée au syndicat, qui était au début une représentante du personnel non syndiqué, et qui est arrivé là au moment de la négociation du passage de 35 heures. Bon, elle n'avait jamais fait de manifestation de sa vie, et puis à fur et à mesure, elle a créé une relation de confiance et de proximité avec l'un des permanents de l'Union syndicale, qui a été très présente pour elle, qui l'a beaucoup aidée. Et donc, elle nourrit vraiment un rapport de grande confiance vis-à-vis de ce permanent, et puis un rapport de loyauté. Et donc, elle me dit, bon, il se décarcasse tellement pour nous que quand il m'appelle à la mobilisation, il faut bien que j'y aille quand même. Et donc, en 2003, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu déjà de longues manifestations contre précédent projet de réforme des retraites. Eh bien, elle finit par répondre à la mobilisation et à participer à une manifestation à Paris, place de la République. Elle était allée s'acheter des baskets avant, parce que ça ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et elle a trouvé ça génial. Elle n'a pas bougé pendant 2 heures tellement, mais bon, elle a trouvé ça hyper festif, hyper sympa. Elle me dit, bon, au syndicat, au début, pour moi, c'est vraiment les emmerdeurs. Ceux qui bloquent, ceux qui brûlent des pneus, et puis elle découvre, elle découvre le goût de la manifestation. Donc j'essaie de montrer tout ce travail de la culturation, alors qui réussit, donc j'essaie de montrer qu'il réussit pour certains cas, et j'essaie de montrer aussi toutes les limites que ce travail de la culturation aux pratiques de l'action, des formes de la lutte syndicale, rencontre, du fait déjà des liens très très distendus que ces permanents ont avec ces militants. Ce qui est bien, c'est que tu fais des interventions très longues, j'ai plein de questions, et puis au fur et à mesure, et après, à la fin du truc. Oui, ouais, non, mais c'est bien, tu fais vraiment le prof, c'est bien. Alors, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais tu parlais, notamment là, tu parlais de la Confédération, de la Fédération, RATP, tout ça, machin. Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait une vision de ça, rapidement, juste expliquer l'organisation, parce que je pense que ça aide à comprendre. Et au-delà de ça, comment tu expliques effectivement ce manque de je sais pas, c'est pas le fond de ton travail d'études, mais la question du manque d'organisation et de lien entre les fédérations, qui est un truc peut-être historique, culturel, je sais pas comment tu pourrais l'expliquer, si tu as des réponses ou en tout cas des analyses à faire là-dessus. La structuration du syndicalisme en 2 mots. Les salariés adhèrent au syndicat de leur entreprise, qui lui-même adhère d'un côté à la fédération de sa profession, de l'autre à la structure interprofessionnelle, donc la CGT ça va être l'union locale, la CFDT ça va être les unions régionales surtout, voilà. Donc il y a une double affiliation, d'accord.
La difficulté, si vous voulez, c'est que pour compléter le tableau que je présentais tout à l'heure, pour une fédération comme une fédération du commerce et des services, à la CGT, c'est 7 permanents au niveau national. 7 permanents. Là où, je ne sais pas, pour la fédération des cheminots, à la mise sur une trentaine. Sachant que pour la fédération du commerce et des services, il y a plusieurs millions de salariés à organiser. Là où pour les cheminots, tant mieux pour eux, 630. Là où pour les cheminots, il y en a moins de 200 000. Donc voilà. Donc concrètement, ça aussi, ça a un effet très très concret. Ça veut dire que les permanents de la fédération, ils n'ont pas de lien en fait, ou très très peu avec les syndicats, évidemment au niveau du territoire national. Et c'est pour ça que je disais que théoriquement, la structure qui a vocation à maintenir du lien de manière plus régulière avec les syndicalistes d'entreprise, c'est les structures dites de proximité territoriale, les unions locales. Bon, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les unions locales, là je reviens, donc je vous disais, j'étais à un congrès de la CGT qui se tenait dans les Hautes-Alpes, donc à Manosque, sous-préfecture des Hautes-Alpes, il y a une union locale de la CGT, elle est ouverte un jour par semaine. Un jour par semaine parce qu'ils n'ont pas de permanent. Et donc, c'est comme très souvent un retraité cheminot très dévoué qui fait ça, mais qui ne fait pas que ça. Et donc, très concrètement, ça veut dire à quoi sert la permanence de l'union locale à Manosque? À faire de l'accueil juridique. À répondre à toutes les demandes d'assistance juridique que lui adressent tous les salariés. Alors, à la base, il y a beaucoup de saisonniers, donc tous les salariés précaires qui n'ont pas de syndicat sur leur lieu de travail, etc. Mais donc, c'est un travail d'assistance juridique, mais l'union locale, elle ne mène pas du tout, elle ne réalise pas du tout ce qu'elle est censée faire, un travail d'organisation, de structuration du syndicat, de maintien de lien avec les militants, parce qu'il n'en a pas du tout le temps, et que ces mêmes militants, quand vous êtes dans les Hautes-Alpes, avoir une relation avec votre fédération, c'est impossible. Enfin, ils se voient une fois tous les 3 ans au congrès, mais il n'y a pas de suivi véritablement là-dessus. Et ce qui caractérise toutes les confédérations, alors c'est particulièrement vrai à la CGT, mais c'est aussi vrai à la CFDT, c'est que quand on dit, on doit dire maintenant les patronnes de la CFDT ou de la CGT, mais c'est des patronnes un peu sans pouvoir. Parce que le vrai pouvoir dans ces confédérations, c'est les fédérations. C'est les fédérations qui concrètement collectent les cotisations des adhérents et surtout perçoivent l'argent du paritarisme. Les ressources liées au paritarisme, donc le paritarisme, c'est-à-dire à tout ce qui est la participation à la gestion de la protection sociale et surtout au niveau des fédérations, la participation aux conventions collectives, aux renégociations des conventions collectives qui donnent droit en échange aux syndicats à des subventions publiques. Bon. Et c'est ensuite les fédérations, c'est important de comprendre ça, parce que c'est ensuite les fédérations qui reversent à la confédération. Mais donc, la confédération, particulièrement à la CGT, c'est moins vrai à la CFDT, parce qu'il y a eu une opération de recentralisation à la CFDT dans les années 80, où il y avait des conflits politiques énormes, et où en gros, les réformistes se sont organisés pour évincer les militants d'extrême gauche, et donc il y a eu une recentralisation de la CFDT à ce moment-là, mais qui explique aujourd'hui qu'elle soit plus efficace d'un point de vue organisationnel. À la CGT, on n'en est pas là du tout. Et donc, c'est pas du tout Sophie Binet qui peut dire aux fédérations des cheminots ou de l'énergie, vous allez me donner tant et puis on va mettre des permanents là. Non, elle va plutôt essayer de négocier avec eux qui veuillent bien mettre à disposition des permanents, reverser une partie de leurs ressources à la confédération. Alors, c'est la même chose au MEDEF, d'ailleurs, sauf que les ressources sont pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, voilà, le pouvoir syndical, côté patronal comme syndical, il est au niveau des fédérations. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle dans le syndicalisme le fédéralisme, le principe d'autonomie des fédérations. Les fédérations sont autonomes dans les champs qui les concernent, et la confédération a la vocation à coiffer le tout, à essayer de coordonner l'ensemble. Mais concrètement, ça veut dire, alors parce que une partie de mon enquête m'a mené aussi au secteur revendicatif confédéral. Bon, là, j'ai affaire à des dirigeants confédéraux qui sont complètement impuissants, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont embarqués dans plein de négociations, ils appellent à la mobilisation, personne ne les écoute. Parce que la fédération, on leur dit, ouais, nous, on a d'autres priorités. La fonction publique, nous, on a nos négociations sur la fonction publique. Et puis les cheminots, voilà. Et donc, comme me disait la responsable du secteur confédéral, j'avais bien aimé cette expression, elle me disait, chez nous, c'est tous ensemble, mais pas le même jour. Voilà. Et donc, j'ai assisté à des réunions confédérales où c'était le bureau des pleurs. Que fait la Fédé? Qu'est-ce qu'elles font? J'en sais rien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même... Alors,
Bon, je pense que aujourd'hui, la direction confédérale de la CGT a un peu plus de la main, un peu plus, de manière relative, qu'elle ne l'avait auparavant. Mais bon, ce que montre le livre, c'est aussi, pour revenir sur cette question-là, bon, il y a un moment un arbitrage qui doit se faire au niveau de ce syndicat professionnel à Paris. La Confédération appelle à la mobilisation un 10 mars autour des questions d'emploi, de salaire. Il se trouve que la Fédération du commerce et des services avait elle-même prévu de longue date une journée d'action le 8 mars. Alors à l'époque, sans faire le lien avec la journée des droits des femmes, je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même différent, surtout dans le commerce et services où la main-d'œuvre est quand même très féminine, hein. Mais bon, voilà, avec le recul, ça donne à voir aussi les impensés militants. Et puis, lorsqu'il y a ce conflit de date, parce qu'évidemment, c'est déjà compliqué d'organiser une journée d'action dans le commerce et les services, donc 2 journées d'action d'affilée, évidemment, c'est juste impossible, mais ils font le choix de maintenir la journée du 8 mars, avec plein de bonnes raisons, si on se place de leur point de vue, en disant, les militants ou les copains, comme on dit dans le milieu de la CGT, si on appelle le 10 mars, ils ont le sentiment d'être rendus invisibles parce qu'il y a des grands bastions du public, du privé, et donc le commerce et les services, on ne nous voit pas. Alors que si on fait une journée d'action autonome, autour de nos professions, on va nous voir, on sera moins nombreux, mais ça fait un événement, on va parler de nous dans les médias, et puis ils ont l'impression de compter, d'être au centre de l'événement. Et bon, voilà, c'est un des exemples des arbitrages permanents qui s'opèrent à l'intérieur d'une confédération comme la CGT. Et donc avec des permanents qui rament un peu le jour de l'Assemblée Générale en disant oui, effectivement, on dit toujours tous ensemble, mais là, c'est quand même mieux si on fait séparer par rapport à l'initiative confédérale. Merci. Je regarde l'heure un peu pour pas trop déborder. Tu parlais là justement de cette question de la difficulté de renouveler en fait d'avoir un renouvellement. Je reviens un peu en arrière, mais sur le renouvellement des formes militantes parce qu'il y avait beaucoup de départs et d'arrivées. Est-ce que tu perçois une réflexion globale de la part des organisations syndicales là-dessus, ou c'est un peu, on s'est affaibli, on fait ça au fil de l'eau, on réussit pas à trouver de solution pour pouvoir maintenir sur ce secteur d'activité, parce que ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on les faisait passer en gros sur d'autres secteurs d'activité, d'autres fédérations en fait, mais avoir un lien continu en fait sur cette fédération pour pouvoir, créer une culture collective et des conditions, et améliorer le suivi. En fait, il y a une réflexion théorique qui est menée. La première qui a théorisé le problème de la syndicalisation, il faut le dire, c'est quand même la CFDT, dès début des années 1980, là où les confédérations étaient plutôt dans un déni du problème. Bon, je sais que ça percute quand même de plein fouet la CGT qui, rappelons-le, a perdu 2/3 de ses adhérents en 10 ans, dans la décennie des années 1980. Donc, en même temps, j'ouvre le livre en rappelant qu'au moment de mon enquête, donc c'était Bernard Thibault, le responsable confédéral de la CGT, qui avait tenté d'initier une réforme des structures de la CGT. Je ne veux pas être trop technique, mais en gros, simplifier l'organisation et faciliter la mutualisation des ressources. Bon, voilà, c'était un peu ça le mot d'ordre. Pour des raisons... qui viennent plutôt, que le livre vient plutôt justifier, en disant que les secteurs les plus démunis, là où se trouve, je pense que le syndicalisme, concrètement, il est confronté à la difficulté que le cœur de ce que j'appelle le prolétariat des services dans le bouquin, les nouvelles classes populaires, elles sont en dehors des syndicats. C'est pas les ouvriers à statut de la fonction publique, c'est pas les employés à statut non plus de la fonction publique, c'est pas les ouvriers de la grande industrie qui sont de plus en plus des ouvriers très qualifiés. En plus, il y a de moins en moins d'ouvriers, c'est plutôt des cadres, des ingénieurs. Et donc, les ouvriers et les employés, ils sont massivement dans les secteurs que j'étudie, dans la logistique, dans les livreurs, bref. Tous ceux qu'on fréquente en fait au quotidien ou dans le secteur des services pour les aides à domicile, les soignants, etc. Bon, et en fait, ils sont en marge des syndicats, et donc un vrai sujet pour la survie du syndicalisme, et puis en termes de cohérence aussi par rapport à leur mission affichée, c'est-à-dire de défendre les salariés les plus vulnérables. Il y a vraiment un travail à faire de redéploiement des forces. Donc cet effort, ce travail-là, cette pensée-là, elle a été théorisée par Bernard Thibault, il a échoué totalement. En tout cas, il n'a pas été suivi parce que du coup, ça implique, et donc Sophie Binet reprend 20 ans plus tard le flambeau. La CGT organise son congrès l'année prochaine. Bon, vous êtes sans doute...
Vous savez qu'ils sortent d'un congrès qui a été assez conflictuel. Et donc, très concrètement, ça veut dire quand même, ça répond à ta question, ça veut dire que dans un dernier congrès, toutes ces questions-là, elles ne sont pas abordées. Parce qu'on n'est que sur du lutte interne. Il y a une demi-journée du congrès du congrès de la CGT qui, de manière sempiternelle, revient sur la CGT doit-elle être affiliée à l'ancienne centrale internationale communiste ou non. Bon, c'était un débat sans doute théorique très, très intéressant, mais qui, en termes d'implication concrète pour les militants, est absolument nul, quoi. Il n'y a aucun impact. Et en revanche, ce qui est frappant, c'est que dans un syndicat comme la CGT, les questions liées aux stratégies de syndicalisation, d'organisation, de structuration, et quels moyens concrètement l'organisation peut se donner, sont très marginaux, voire totalement occultés. La dernière fois, ils ont été totalement occultés du congrès. Donc là, sans vouloir être technique, en gros, Sophie Binet remet sur le tapis les projets de restructuration interne qu'avait porté Bernard Thibault. La direction confédérale, dans son ensemble, semble adhérer. Et en fait, ils se heurtent à des forces d'inertie très très fortes. Parce que ça veut dire très concrètement, si vous voulez mutualiser, redéployer les moyens internes de la confédération, conformément à ce que je vous disais précédemment, ça veut dire que des grosses fédérations, dignes grosses fédérations, acceptent de renoncer à une partie de leurs ressources dans leur permanent. Et il y a toujours de bonnes raisons à le refuser. Et alors, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui à imaginer comme redéploiement que, en toute objectivité, y compris ces organisations, on va prendre la SNCF, la CGT ou l'EDF, la CGT y est confrontée à une érosion de sa présence très nette, qui est liée aux transformations structurelles massives de ces entreprises. Et donc, les permanents de ces fédérations ont tendance à dire c'est pas le moment de nous appauvrir, parce que nous avons besoin de nos ressources financières et en permanent pour stabiliser, maintenir, nous redéployer, y compris dans nos organisations. Et donc, on est sur des formes d'inertie. Et donc, c'est un peu un des propos du livre, de montrer qu'il y a un désajustement entre ce qu'est aujourd'hui la structure du salariat, et notamment le salariat que la CGT aspire à organiser, c'est-à-dire, même si Sophie Binet en est issue, même si la CGT a aussi vocation à organiser les cadres et les ingénieurs, on peut dire que le cœur de cible ou le cœur de métier, on appellera ça comme on voudra, de la CGT, c'est quand même aussi les classes populaires. Par rapport à ce que sont les structures sociales des classes populaires aujourd'hui au travail et ce que sont les structures organisationnelles de la CGT, il y a un désajustement complet. C'est que les ressources sont concentrées dans des secteurs où ces classes populaires ne sont pas, et que les secteurs qui ont vocation à les organiser sont trop démunis pour s'atteler à une tâche qui, par ailleurs, en elle-même, est déjà bien sûr très difficile. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas parce que la CGT mettrait 3 fois plus de permanents que ça suffirait. Mais ça aiderait quand même. Ça aiderait quand même. Merci. Je voudrais revenir, avant de passer les questions à la salle, sur la question de ton enquête de terrain. J'aimerais bien que tu nous parles un peu plus en détail sur comment tu faisais tes entretiens, notamment avec ces salariés syndiqués récents. Comment tu investissais comment tu investiguais sur leur champ d'action et sur la façon dont ils fonctionnaient et comment ils découvraient. Tu l'as abordé, mais j'aimerais bien que tu rentres un peu en détail sur ces questions. Dans notre jargon sociologique, je dirais que ce bouquin, il est le fruit d'un travail d'enquête ethnographique, c'est-à-dire qui repose vraiment surtout sur un travail d'observation. Prioritairement, alors j'ai fait des entretiens en plus, mais c'est d'ailleurs à titre personnel aussi ce qui m'a donné envie de sortir le livre, c'est que après, une fois que, alors je me plains pas encore parce que moi j'ai eu un poste à l'université, mais une fois qu'on a embarqué dans nos carrières à l'université, on n'a plus trop le temps de faire des enquêtes comme j'ai fait là. C'est-à-dire quand je vous ai dit 2 ans, je faisais que ça. Une fois qu'on est en poste, il faut donner des cours, il faut gérer les formations, il faut publier, il faut ceci, il faut ça. On n'a plus le temps de faire des enquêtes comme ça. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand je continue évidemment à faire de la recherche, mais je fais beaucoup de recherches par entretien essentiellement. Alors, faire des entretiens avec des militants syndicaux, c'est pas compliqué. C'est des gens qui aiment bien parler, qui ont l'habitude de parler, qui aiment bien se raconter, avec lesquels, c'est facile de faire des entretiens. Le problème, quand on fonctionne comme ça, particulièrement dans le monde de la CGT, dans l'univers militant de la CGT, si je fais qu'une enquête par entretien sur la grève, sur le rapport à la pratique de la grève, je ne vais pas avoir des grandes choses très intéressantes.
je ne veux pas apprendre grand-chose de plus que ce que je peux apprendre en lisant les congrès, avec l'idée que la grève reste, du point de vue de la CGT, dans le logiciel de la CGT, la modalité d'action centrale à privilégier pour espérer obtenir des bons compromis. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir des militants ou des salariés qui ne sont pas les militants qui correspondent justement au canon attendu du militant de la CGT et qui sont la masse des militants de la CGT, en tout cas dans ces secteurs-là, et qui peuvent être beaucoup plus réticents à l'exercice de l'entretien. Bon, Bourdieu a théorisé ça 1000 fois mieux que moi bien avant, mais parce que quand on est en situation d'entretien, évidemment, on exerce une forme de violence symbolique, nous, par rapport à ces salariés-là, parce qu'on est dominant. Le sociologue est dominant dans ce rapport, parce qu'on incarne l'université, on incarne le savoir, on incarne l'intellectuel, bon, bref, tout ce que vous voulez. Et donc, pour vous donner des petits trucs, par exemple, quand j'essayais de faire des entretiens avec des grévistes ordinaires, je veux dire, ils me disaient non, mais moi la grève c'est pas moi, va voir le professionnel de la grève, et donc ils m'ont envoyé vers le représentant syndical. C'est ça le bon. Et dès que vous sortez un microphone pour essayer de les enregistrer, dans ce genre de situation, vous créez de la timidité sociale et la parole se paralyse complètement. Et donc moi, ce sur quoi repose toute l'enquête, c'est surtout le temps observé. Donc concrètement, je les ai accompagnés ces grévistes sur les piquets de grève. Et voilà, alors dans les grèves, j'essaie de montrer aussi, et ça permet, j'espère, le livre, pour ça je disais, il cherche aussi à déconstruire la mythologie de la grève. Moi je suis un petit peu agacé, bon, c'est normal parce que c'est mon objet, mais un bouquin comme Éloge de la grève ou de Barbara Stiegler sur la grève, bon, c'est vraiment la grève vue de Paris 5e, quoi. De gens qui manifestement n'ont jamais fait la grève et qui nous la présentent sur un mode, c'est l'émancipation, c'est la joie. Alors, bien sûr, il y a ces moments d'émancipation, bien sûr, et je ne les occulte pas, mais j'essaie de montrer à quel point d'abord ça peut être difficile. La grève, surtout dans ces secteurs-là, lorsque vous êtes en grève pendant 4 mois, que vous êtes femme de chambre ou équipier des cuisines. J'ai un équipier des cuisines qui cache à son épouse qu'il est en grève pendant 4 mois, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il est le seul revenu du foyer, parce qu'il est immigré et qu'il envoie une partie de cet argent dans sa famille en Afrique. Enfin, c'est pas la joie pour lui de faire la grève. Il y va par solidarité avec ses collègues, mais c'est très difficile. C'est très compliqué. Mes ouvriers de la logistique qui se mettent en grève, ils se sentent totalement isolés parce qu'ils ne sont pas du tout suivis par les salariés des boutiques, parce que faire la grève dans ces secteurs-là, bon, c'est peut-être l'occasion aussi de le dire, j'essaie de montrer que c'est pas juste pour le coup, dans le vocabulaire syndical, il n'y a pas un bouton, mais là c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que les ouvriers de la logistique, ils se mettent en grève avant la période des soldes. Évidemment, c'est un moment stratégique parce que c'est un entrepôt qui approvisionne une chaîne de magasins de chaussures. Donc, avant les soldes, c'est là où évidemment l'entreprise va faire son chiffre d'affaires. Mais du point de vue des salariés des boutiques, c'est pas du tout le moment opportun de se mettre en grève parce que les salariés sont payés avec une grosse prime à la vente. Donc, c'est là où ils font plus de ventes. Donc, c'est là où ils peuvent espérer avoir des meilleurs salaires. Et deuxièmement, les équipes sont renforcées par l'appel à nos étudiants qui sont libérés de leurs contraintes d'études au mois de juin et qui sont employés sur des contrats courts et qui évidemment veulent travailler. Enfin, s'ils ont accepté un contrat court d'une semaine, c'est pas pour se mettre en grève. Enfin, de leur point de vue, c'est logique. Et donc, qui se désolidarisent de la grève, c'est pas la CFDT, c'est pas Force ouvrière, c'est les militants de la CGT des boutiques qui se désolidarisent de la grève face à l'employeur. Et donc, j'ai 3 grèves, enfin, mes 3 cas d'études, c'est 3 grèves où dans les services, la grève est, alors là, c'est assez exceptionnel, massive. Elle englobe quasiment tous les salariés, toutes les femmes de chambre sont en grève, les 4 équipiers des cuisines sont en grève, la quasi-totalité des ouvriers de l'entrepôt sont en grève, la totalité des salariés de Pizza Hut est en grève. Et évidemment, en même temps, un magasin Pizza Hut qui s'arrête, Pizza Hut s'en fout. Enfin, ça a un effet epsilon sur le chiffre d'affaires, enfin invisible même. Voilà, la boutique continue à tourner. Même chose pour l'hôtel, parce que les directions trouvent plein de stratégies plus ou moins légales pour contourner la grève, remplacer les grévistes en faisant appel aux extras en particulier, puis une société sous-traitante. Bref, il faut aller devant le tribunal, ça dure 4 mois. Bon, et donc j'essaie de m'arracher un peu cette vision très romantique de la grève pour montrer ce qu'il peut y avoir de dur. Pour montrer ce qu'il peut y avoir aussi d'étrangers pour plein de salariés et de militants syndicaux qui n'ont pas du tout cette pratique-là. Puis après, je vais m'arrêter, mais et du coup,
pour revenir à ce que tu disais, assez souvent lorsque j'interviens devant des militants syndicaux, si j'interviens devant des militants syndicaux qui viennent de la Fédération des cheminots, j'en ai toujours un qui me dit, mais de toute façon, ma première grève, je l'ai connue au bout d'un mois, quoi. Voilà, j'étais embauché à la SNCF, au bout d'un mois, il y a la grève, je ne savais pas ce que c'était. Donc, ils n'étaient pas forcément des grévistes dans l'âme, j'allais dire, avant l'embauche à la SNCF, mais ils ont été socialiser, si je prends notre langage sociologique, socialiser la pratique de la grève. Dans ces secteurs-là, dans ces entreprises-là, la grève, elle est très rare. Et donc, on a fait à des salariés qui n'ont pas de socialisation politique préalable à la pratique de la grève et qui n'ont pas l'expérience de la grève. Et j'essaie de montrer, je prends le temps de montrer tout ce que la perspective de s'engager dans une action de grève pour ces salariés et même pour ces militants syndicaux, à quel point elle peut être génératrice d'angoisse et d'hésitation. Parce qu'une déléguée syndicale, elle me dit, ouais, mais moi, si je lance la grève, après, il faut que j'assure, quoi. Et la dernière fois, j'ai fait grève dans l'entrepôt, les gars m'ont dit, on fait la grève, et puis au bout de 2 heures, il n'y avait plus personne, et j'étais tout seul face à l'employeur. Donc, elle est traumatisée par cette expérience-là, et c'est là où le soutien des permanents est hyper important. Déjà, ne t'inquiète pas, tu as le droit, enfin, ou plein de choses. Hein, je rappelle aussi, il y a plein de militants, comme je suis à côté d'eux, qui me disent mais est-ce qu'on a le droit de faire une grève, qui pensent que la grève, c'est soit réservé aux fonctionnaires, soit réservé aux représentants syndicaux. Enfin, la connaissance, pourtant, le droit de grève, on se dit, a priori, c'est pas compliqué, c'est simple, tout le monde a le droit de faire une grève. Bon, ben, c'est loin d'être acquis, ce b.a.-ba-là est loin d'être acquis, et j'insiste, y compris parmi des militants de la CGT. Et donc, pour terminer, ben, l'observation, en fait, ce qu'elle permet, c'est d'observer ça, justement. Tout ce qui, ce que Bourdieu disait, c'est tout le sens pratique de la grève, tout ce qui va de soi, mais qu'on ne peut pas dire en entretien, ou tout ce qui pourrait tenter, tout ce qui pourrait risquer d'être rendu invisible par entretien, parce que si vous faites des entretiens, comme je le disais, vous n'êtes qu'avec des militants expérimentés pour lesquels la grève, ça va de soi, et toutes ces formes d'hésitation, d'inhibition sociale à la grève, elles échappent à l'analyse sociologique. Et puis, par ailleurs, bon, on s'ennuie quand même c'est un point aussi important par rapport aux visions romantiques de la grève, vous arrêtez le travail, il ne se passe plus rien. Et il y a plein de militants et de salariés qui sont assez désœuvrés et qui n'ont pas ce savoir-faire militant de la grève. Les permanents qui leur disent il faut s'occuper, il faut aller faire une quête financière au centre commercial d'à côté, il faut être sur le piquet de grève, etc. Et moi, j'observe sur 3 des grèves, j'ai 2 grèves. Une grève avec des grévistes qui ne sont pas dans la grève, qui se restent chez eux, qui vont au sport. Voilà. Et je peux vous dire que le temps était très long. Avec les délégués syndicales sur piquet de grève, parce que j'étais souvent tout seul avec elles, heureusement, je pense pour elles. Là, j'étais un espèce de soutien moral et militant sans le vouloir. Enfin, je le voulais bien, mais voilà. Mais donc, c'est montrer aussi tout ça, pas de désenchanter, mais bon, être lucide aussi, voilà, sur les difficultés à faire grève et à réorganiser la grève dans ces secteurs-là. Merci. Bon, on a déjà fait une bonne heure, donc j'aurais aussi d'autres questions peut-être sur le rapport. Effectivement, est-ce que tu avais rencontré les chefs d'entreprise, les patrons dans ton étude ou pas du tout, mais j'ai plutôt laissé la parole à la salle. Je pense que vous avez peut-être des questions à poser à notre invité. Je vais faire la parole. Merci à lui déjà. Voilà. Oui, bonjour, merci. Donc, j'avais plusieurs questions. Bon, il y a la partie sur la structure des syndicats et de la CGT, le fait que ce soit un fédéralisme, etc. Est-ce que ça viendrait pas justement des structures qu'il y avait avant la CGT? Ça veut dire en fait ce corporatisme-là, donc qui reste encore. Est-ce que, vous aurez une réponse là-dessus? Et puis surtout sur la grève en elle-même et sur les statistiques, il y a une question. La première, c'est quand est-ce qu'on déclenche une grève? En fait, en fonction des secteurs, en fonction des syndicats, je suppose que chacun a sa doctrine. Et elles sont pas forcément toutes les mêmes. Les cheminots, ils ont aussi une stratégie. Vous avez parlé du secteur du commerce. Dans les autres entreprises, quand est-ce que ça se fait, pendant la négociation ou pas, etc. Et puis sur les statistiques du taux de participation en fonction du niveau de vie, est-ce qu'il y a une corrélation entre la baisse du niveau de vie sur les 20-30 dernières années et le taux de participation en grève aussi? J'avais cette question-là. Vous avez parlé de la différence entre le public et le privé. Je pensais à la question du statut, mais il y a aussi la question de l'individualisation de la négociation salariale.
entre dans le privé, donc qui n'existe pas forcément dans le public, où il y a le point d'indice, où c'est plus encadré en tout cas. Et puis même dans la différence au sein des entreprises du privé, entre plusieurs entreprises du privé, vous avez parlé de la taille des entreprises. Je pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une corrélation directe, plutôt que la taille, mais plutôt que la présence de syndicats dans les entreprises? Parce qu'effectivement, il y a des grandes entreprises où il n'y a pas de syndicats et donc le taux de grévistes est assez faible. Et peut-être des petites où il y a des syndicats qui sont présents. Et voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette étape-là entre les deux, ce facteur-là entre les deux? Et puis, je vais finir par la dernière, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes. Sur les grèves, les manifestations de 2023, vous avez dit qu'effectivement, il y avait un faible taux en tout cas, l'augmentation de nombre de grévistes n'était pas forcément significative, même si on avait quand même une forte affluence dans les manifestations. Est-ce que ça dénotait pas aussi d'une politisation de la revendication qui était la question de la réforme des retraites, qui a plus été politisée que prise comme étant une revendication syndicale? On avait aussi la participation des partis politiques, etc. Et que certains, peut-être, qui avaient participé aux manifestations, là je parle autour de moi, ça ne fait pas une statistique, qui ont plutôt posé des jours de congé quand c'était en semaine, etc. Pour justement, où il y a une question d'anonymisation, en fait. On est plus anonyme en allant en manifestation dans une revendication nationale, plutôt qu'aller envoyer à son patron la notification de grève. Vous êtes aussi agent de la fonction publique et la grève dans l'enseignement supérieur et de la recherche, comment ça fonctionne aussi du coup? Est-ce que vous avez été amené à faire grève, que ce soit dans le cadre de vos recherches ou dans le cadre de votre parcours professionnel? Voilà, merci. Oui, il y a plusieurs questions en une, donc... On me merci longtemps. Ouais, regardez, mais je vais... Alors, donc quand même, oui, ça remonte à très loin, c'est que le syndicalisme. Oui, pardon. Le syndicalisme, il s'est construit par le bas et pas par le haut. Donc par la réunification entre l'Union des syndicats et les bourses du travail. Et l'Union des syndicats, c'est les syndicats de métier, surtout à l'origine. Et donc, oui, les fédérations professionnelles, c'est bien la raison pour laquelle c'est les fédérations qui ont le pouvoir. C'est que dès le début, c'est bien les fédérations de métier qui ont consenti dans la logique qui visait révolutionnaire de construction d'une solidarité de classe à s'unir, mais sur la base d'une unité qui reposait d'abord sur le pouvoir des fédérations de métier. C'est bien pour ça que la CGT donc, fête ses 130 ans cette année. Et donc c'est bien sûr cette histoire longue aussi qui peut expliquer la très forte inertie des structures internes, même si l'exemple de la CFDT, qui a réduit par moitié le nombre de ses fédérations dans les années 90, montre qu'avec du volontarisme, avec beaucoup de conflits en interne aussi, mais c'est possible. Mais bon, très concrètement, ça veut dire quand même qu'il y a des fédérations à l'intérieur de la CGT. Je pense à la marine marchande, je pense au verre et céramique, c'est quelques milliers de salariés, ou le textile, enfin... Donc c'est des fédérations qui ont compté par le passé, mais qui, compte tenu des transformations radicales du tissu productif, ne concernent plus grand monde. Donc, et même celle-là, elle reste, elle résiste. Alors sur les stratégies de la grève, évidemment, bien sûr, grande diversité entre organisations dans la théorie et dans la place qui est accordée à la stratégie de la grève dans la stratégie syndicale. Bon, si je veux y aller de manière assez schématique, je dirais un syndicalisme dit réformiste, incarné aujourd'hui notamment par la CFDT, mais aussi, alors c'est compliqué pour Force ouvrière, parce que ça dépend, on a l'habitude de dire Force ouvrière, c'est un peu l'auberge espagnole, donc ça dépend vraiment des fédérations desquelles on parle, d'extrême gauche à l'extrême droite, donc c'est compliqué de savoir, mais enfin quand même historiquement, Force ouvrière s'est construite comme le syndicalisme contractuel, il a été le chantre de la politique contractuelle, et donc qui partait du principe, Bergeron quand même,
extrême pendant 30 ans, pendant la Trente Glorieuse. L'équivalent fonctionnel de la CFDT d'aujourd'hui, c'était Force ouvrière, il ne faut quand même pas l'oublier, et qui partait du principe que le rôle du syndicat, c'était d'abord de rechercher, d'obtenir des compromis avec le patronat et l'État. Et donc qui se méfiait beaucoup et qui s'est construit, bon, j'imagine que c'est celui ici, mais dans une stratégie, dans une logique aussi de démarcation par rapport à la CGT, dont Force ouvrière était une émanation. Mais celui qui a été le plus virulent, qui a marqué vraiment un tournant dans le rapport des syndicats à la grève, c'est sans doute Edmond Maire, dirigeant, secrétaire national de la CFDT jusqu'à la fin des années 80, dans les années 70, 1980, qui a d'abord été dans une logique d'unité d'action CFDT-CGT assez conflictuelle, mais une unité d'action quand même dans les années 70, avant que la CFDT amorce en 1978 son recentrage, comme ça a été dit en interne, c'est-à-dire se recentrer sur quoi? Sur une action syndicale dans l'entreprise, recentrage par rapport à une pratique syndicale qui était jugée à leur goût trop politisée et notamment trop inféodée à la CGT et au Parti communiste. Et donc c'était le congrès de Brest en 1978, le recentrage qui a été théorisé, c'était l'idée, on se recentre sur l'entreprise, sur la pratique de la négociation, parce que c'est par la négociation collective, c'est par la capacité à obtenir des accords qu'on va aussi légitimer l'action syndicale, l'utilité de l'action syndicale auprès des salariés. Bon, et ça va être lié d'abord à l'idée que ça va être une réponse à la crise du syndicalisme qui s'amorce dans les années 70 avec la désindustrialisation, puis qui ensuite va être rejustifiée par, on peut dire, le tournant libéral, ou en tout cas l'acceptation du tournant libéral par la CFDT, et donc une injonction à être plus pragmatique, plus réaliste, et qu'il faut accompagner ces mutations économiques et sociales et privilégier la négociation et d'envisager la grève qu'en ultime recours, pour répondre directement à votre question, Edmond Maire parlera de la vieille mythologie de la grève pour critiquer la CGT de Krasuki à l'époque. En même temps, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il ne faut pas du tout rester enfermé dans ces grandes catégories de syndicalisme réformiste ou syndicalisme dit révolutionnaire. Moi, ce qui m'a amusé en fait dans le livre, c'est de montrer à quel point plein de militants de la CGT pouvaient être très éloignés de cette culture révolutionnaire qui est tout le temps présente dans les congrès internes, parce que là, on a affaire aux cadres militants les plus politisés, etc. Bon, si vous prenez le temps de lire le livre, vous verrez, on est très très loin. Ça ne veut pas dire... je prends soin de dire, ça ne veut pas dire des militants qui accompagnent la direction, c'est des militants qui, pour beaucoup d'entre eux, ont un rapport très conflictuel avec leur direction, parce que, inversement, la direction ne leur passe sur rien, mais comme ils me disent, moi je ne suis pas là pour faire la guerre au patron, je veux juste qu'ils respectent mes droits. Ils ont un rapport très moral au syndicalisme, mais vraiment dans une logique de légalisation de leur relation de travail, faire appliquer le droit. Et ça répond aussi à une des questions que vous me posiez, c'est souvent dans ces contextes-là que se déclenchent les grèves dans ces secteurs. C'est souvent des grèves entre guillemets dites que je qualifierais de réactives ou de défensives, c'est-à-dire qu'ils se déclenchent, c'est le cas des 3 conflits que je prends, ils ont pour caractéristiques communes qui se déclenchent dans des contextes de réorganisation classiques aujourd'hui de ces structures qui remettent en cause les équilibres salariaux tels qu'ils pouvaient exister dans ces entreprises et qui facilitaient l'acceptation par ces salariés de leurs conditions de travailleurs ou de travailleuses dans ces entreprises. Pour les femmes de chambre, c'est l'employeur, le nouvel employeur qui rachète l'hôtel et qui décide seul, en leur imposant, sans même consulter le comité d'entreprise, qu'elles vont nettoyer une chambre de plus que ce qui était prévu, puis en leur disant ne vous inquiétez pas, vous pourrez ne pas nettoyer les rebords des fenêtres. Et en fait, ils ne comprennent pas que de leur point de vue, en fait, leur dire cela, c'est afficher tout son mépris pour leur travail, parce que ça veut dire, vous nous dites de faire du mauvais travail. Alors que ce qui les rend fiers de faire ce travail, donc vous vous en doutez, c'est pas un travail qu'elles ont choisi, mais elles me disent, moi, ce qui me rend fier de faire ce travail, c'est qu'on fait un travail de qualité, parce qu'on est dans un hôtel 4 étoiles, c'est des clients très fortunés, on est dans le 8e arrondissement de Paris, etc. Et donc c'est ça aussi qui nous rend fiers. Si c'est pour faire du sale boulot, autant le faire dans la sous-traitance. À côté de chez nous, etc. Je ne fais pas pour les deux, mais donc c'est lorsqu'il y a une rupture de l'économie morale, comme a dit l'historien Thompson, qui s'opère dans ces groupes professionnels, que ces salariés se mettent en grève. Et alors tout l'enjeu pour les permanents syndicaux qui les accompagnent, c'est d'essayer de passer d'une forme de grève d'indignation, d'indignité morale, à une grève de revendication. Donc par exemple,
dans le centre de logistique. Les salariés finissent par se mettre en grève parce qu'ils ont un chef d'entrepôt qui est un tyran, il n'y a pas d'autre mot, misogyne, homophobe, qui leur fait met une pression colossale tout le temps sur le dos. Bon, ils n'en peuvent plus. Et ça part sur le fait que en fait, les primes ont été supprimées. Une partie des primes a été supprimée, qui représente beaucoup pour des salariés qui sont payés au SMIC. Et ça part là-dessus. Et tout le permanent, pendant toute la grève, leur dit non, mais c'est les négociations salariales, il faut demander plus de salaire et tout. Et en fait, la revendication, elle ne prend jamais. Et elle ne prend jamais parce qu'il y a aussi beaucoup de fatalisme, de résignation ou d'intériorisation de l'impossibilité chez ces salariés de demander plus. Et en même temps, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est un petit peu pour faire le lien avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est qu'on n'est pas forcément sur des mouvements, vraiment pas sur des mouvements révolutionnaires, on pourrait presque dire des mouvements conservateurs, je m'explique. C'est-à-dire que ce que réclament ces salariés, c'est restaurer les formes de domination paternaliste qu'ils ont connues auparavant. Ce dont ils sont nostalgiques, ils entretiennent un rapport assez légitimiste à l'ordre patronal, à l'ordre économique, mais ils me disent, avant dans l'entrepôt, le patron il était sympa, il passait, les paires de chaussures non vendues, on pouvait les prendre, on les vendait nous-mêmes, on avait un peu plus d'argent, il connaissait nos enfants, si on avait besoin d'un peu d'avance, il nous donnait l'avance. Maintenant, les gars, on ne les connaît pas, ils nous traitent, on est des chiffres dans un tableur Excel, tout ce qu'on connaît un peu. Voilà. Donc, ce que j'essaie de montrer aussi, au-delà des différences entre organisations syndicales, c'est que le rapport à la grève, il varie, les stratégies à la grève, elles varient, et qu'on est plus, je dirais, pour ces salariés et ces militants, sur un rapport moral, ce qui, de mon point de vue, n'est justement pas un jugement moral. Voilà, ce que j'observe, c'est qu'on est plus sur un rapport moral, la grève comme instrument de défense de sa dignité au travail, que sur un rapport politique et subversif à la grève comme instrument de renversement du capitalisme. Je suis long. Mais les questions étaient bien aussi en même temps. Sur le coup de la grève, je fais en 2-2. Oui, alors oui et non. Oui et non, parce que oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on regarde qui fait grève, c'est les salariés précaires, pour des raisons évidemment économiques, font peu grève, moins grève que les salariés des classes populaires, ouvriers, techniciens, ce qu'on appelle classe moyenne statutaire, stable, comme on les qualifie, mais non, parce que les cadres, ingénieurs, techniciens qui gagnent très bien leur vie, ils font très très peu grève. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un rapport très socialement situé à la pratique de la grève. En revanche, pour aller dans votre sens quand même, un élément qui ressort beaucoup, alors ça je ne l'ai pas développé parce que je n'ai pas assez d'éléments, mais ce qui ressort beaucoup de tous les entretiens que je fais actuellement, c'est que beaucoup de militants expliquent aussi que l'endettement des ménages, ça c'est une chose, et toutes les dépenses contraintes qu'on a dans nos vies, le smartphone, l'abonnement à ceci, l'abonnement à cela, devient un motif de justification. Alors est-ce que c'est la vraie raison? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas un motif de justification à l'évitement de la grève. Sur la participation à la grève, je ne vous suis pas trop. Bon, il faudrait peut-être en discuter longuement. Bien sûr, sur la politisation, je voulais dire pour 2023. Moi, j'y ai plutôt vu la confirmation de ce que j'avais observé, que j'ai remis dans le livre, une forme de participation par procuration à la manifestation. C'est-à-dire, alors bon, maintenant je vis à Marseille, mais je pense qu'à Lyon, on pouvait observer un peu la même chose. C'était d'abord des manifestations de délégués. Beaucoup de délégués syndicaux qui prenaient sur leurs ordres de délégation, ou effectivement des salariés, j'ai rencontré cette situation que vous évoquiez, qui prennent sur leur RTT, etc., mais qui dénotent bien quand même un frein et un obstacle au passage à la grève, qui peut s'expliquer, à mon avis, par une raison simple, mais importante. C'est que si vous vous souvenez bien des sondages d'opinion, la réforme était massivement rejetée, et en même temps, très peu de gens croyaient à la possibilité d'obtenir le retrait du projet. Or, un des grands enseignements des sciences sociales sur qu'est-ce qui motive les gens à passer à l'action collective, c'est un, de percevoir que l'action collective est possible, deux, qu'elle va être efficace. Bon, pour l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, la principale difficulté, c'est que nos RH ne veulent pas nous comptabiliser comme grévistes chez nous. Voilà, la vraie difficulté, elle est là, parce qu'ils ne veulent pas afficher des taux. Bon, ceci étant, on n'est qu'une poignée à vouloir se déclarer gréviste. Hein. Le vrai problème, c'est qu'on est dans un état de démobilisation préoccupant. À chaque fois, on se dit, là, quand même, la nouvelle classe qui va nous faire, ça va réagir. Non, ça ne réagit plus du tout. Et on ne peut plus compter sur les étudiants non plus, qui sont très, très désorganisés aujourd'hui. Le syndicalisme étudiant va vraiment pas bien pour qu'il y ait des mobilisations à l'université, alors qu'a priori, toutes les conditions seraient réunies pour qu'il y ait une coalition des mécontentements.
Bon, on pourra parler après. Merci, ouais, on va prendre encore. Je prends une question quand même pour que je ne sois pas qu'il y ait une personne qui pose des questions, une question ou deux. Si vous avez. Question. Oui, bah oui, bah, il est maximaliste hein, comme beaucoup. Oui, bonsoir, oui. Vous avez parlé donc de la, enfin de la grève, de la nécessité de la solidarité quand il y a une grève. Oui, c'est vrai, c'est très très important pour soutenir le moral des grévistes, pour faire qu'ils continuent, qu'ils tiennent, qu'ils aient matériellement des moyens. Mais moi, je voulais, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas exactement une question, mais vous avez certainement votre avis à donner là-dessus. Enfin, j'ai eu une formation il y a pas longtemps justement dans la CGT sur les grèves. Et le problème dans plusieurs grèves, et je ne citerai pas les boîtes parce que c'est pas bon, les délégués n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour mettre les grévistes en sécurité. Je veux dire que une grève, en fait, il y a des conditions juridiques pour qu'un salarié soit gréviste. Le fait d'être gréviste, si c'est reconnu, il est protégé. Par contre, si c'est pas reconnu comme une grève, ce qu'il fait, à ce moment-là, il est mis en danger parce que justement, il n'a plus la protection du droit de grève et il peut être licencié. Et il y a des cas comme ça, les cas où il y a des gens qui viennent pour soutenir des grèves. Par exemple, je pense devant les raffineries de pétrole, il y a un moment où on voulait les bloquer pour empêcher donc justement la production de pétrole et on a failli. Enfin, je crois qu'il y a un moment là, c'était pas loin que la France soit court de pétrole. Hein. Il me semble, hein, d'après ce que j'avais entendu. Mais bon, ça n'a pas marché. Finalement, les CRS ont été les plus forts. Mais donc il y a eu des gens qui sont venus pour soutenir les grévistes et ça peut mettre en danger les grévistes. Enfin, je sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Mais il faut protéger les grévistes. Donner des noms, c'est quel secteur? Les grèves dont vous parlez, là où ils n'auraient pas déclaré. Non. Public ou privé? Privé, non, c'est dans le privé. Hein. Parce que dans le privé, alors bon, ce que je montre dans le livre, c'est qu'effectivement, il y a tout un travail d'abord d'apprentissage des règles de la grève, règles entendues à la fois au sens règles juridiques et puis règles aussi plus sociales ou savoir-faire, quoi. Comment on entretient la flamme, comment on déclenche la grève, etc. Et ce qui m'a aussi d'ailleurs, je sais compléter par rapport à précédemment, ce que je montre aussi dans le bouquin, c'est dans plein de configurations et permanents de la CGT qui sont des grévistes dans l'âme, j'allais dire, mais sont les premiers parfois à réfréner leurs militants lorsqu'ils sentent que les conditions ne sont pas réunies pour que la grève puisse marcher. C'est aussi que l'expérience de la grève conduit aussi à une certaine forme de prudence stratégique dans l'évaluation du bon moment d'y aller ou de ne pas y aller, etc. Mais alors, parce que dans le privé, pourquoi je vous pose la question? Parce que dans le privé, les grèves, elle est très simple. Il n'y a pas de préavis. Hein, il suffit de remettre à son employeur les revendications des grévistes au moment du déclenchement de la grève. C'est la seule contrainte que pose le droit. Et d'ailleurs, c'est un beau paradoxe sociologique pour nous. C'est que c'est précisément dans les secteurs où le droit de grève est le moins contraint, en toute objectivité, qu'il est le moins utilisé. Voilà, les préavis, c'est l'affaire du public ou oui, l'affaire du public en fait, quasiment exclusivement. Quelques professions comme les militaires ou forces de l'ordre qui sont aussi assujetties, ou évidemment les hôpitaux, à des obligations de service continues. Mais donc, du moment que les militants déposent, ou pas d'ailleurs militants, hein, aussi peut-être un petit point important juridique, le droit de grève est un droit individuel en France. Je parle que du secteur privé. Et donc, tout salarié peut se mettre en grève sans qu'il y ait nécessité qu'il y ait un appel syndical préalable. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans le public où il y a un monopole syndical sur le déclenchement des grèves. Mais donc, effectivement, il faut prendre juste cette précaution-là. Et effectivement, dans le bouquin, je le montre, enfin, je le rappelle, les permanents disent bien, tu vas déposer les revendications. Alors, en règle générale, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3 grèves, il y en a 2 qui se déclenchent sans qu'elles aient été anticipées ou planifiées par le
le syndicat. Donc le syndicat leur donne une plateforme revendicative toute prête qu'ils ont pour aller déposer auprès des employeurs, qui ne correspond évidemment pas du tout aux enjeux revendicatifs, mais peu importe. Bon, ça suffit à légaliser la grève. Mais bon, voilà, c'est un premier point important. Ça n'empêche qu'indépendamment de cette dimension-là, la crainte des représailles patronales, et elle est majeure. Elle est majeure dans ces secteurs en particulier. Je pense que c'est moins vrai, enfin j'en suis même sûr, c'est moins vrai dans des secteurs où le syndicalisme est très établi et où, pour les raisons que j'évoquais précédemment, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en termes de criminalisation, etc. Mais et donc là, je parle bien surtout par rapport aux grévistes. Mais puisque vous parliez tout à l'heure d'individualisation des salaires, alors, elle a quand même beaucoup gagné le public. Pour le coup, dans l'enseignement supérieur de la recherche, notre individualisation de la rémunération est colossale maintenant. Mais du coup, évidemment, toutes ces politiques d'individualisation de la rémunération, elles ouvrent des possibilités, même si elles sont légalement interdites. Il est interdit de pénaliser formellement un salarié pour une participation à la grève. Évidemment, c'est très difficile à faire établir devant un juge qu'un salarié qui a participé à la grève a été, que s'il perçoit moins en prime, c'est parce qu'il a participé à la grève, parce que l'employeur va toujours pouvoir trouver un motif professionnel pour expliquer, justifier le fait qu'il n'a pas perçu autant la prime. Mais donc évidemment, c'est un vrai sujet, il y a une forme de répression déguisée. On essaie d'y réfléchir avec des collègues en termes de propositions de loi, là, justement pour sécuriser davantage les salariés contre ces risques de représailles. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle si la CGT, parce que organise des stages de formation sur rêve, parce que moi, c'est un de mes premiers étonnements qui m'a marqué lorsque je suis arrivé sur ce terrain d'enquête. Voilà une organisation qui, je tords le bâton, mais parle grève matin et soir, et qui ne forme pas ses militants à la pratique de la grève. Là, il y a un très fort impensé militant, comme sur la syndicalisation. Vous regardez les offres de formation syndicale, il y a très peu de choses sur comment on fait de la syndicalisation, parce qu'on part du principe, ça s'explique par le fait que dans les unions locales, dans les fédérations, c'est des militants aguerris, donc ils partent du principe qu'on sait. Et bon, j'espère qu'ils vont lire le livre pour bien prendre conscience que non, tous les militants ne savent pas, et que ça nécessite de maîtriser tout un ensemble de savoir-faire militant. C'est pas si simple que ça du tout. Je pense que moi-même, j'en serais tout à fait incapable de convaincre un collègue, un salarié d'adhérer. Enfin voilà, ça exige tout un savoir-faire, une technique, etc., qui se transmettent. À un moment, la CFDT l'a fait. C'est-à-dire, elle a mis en place des systèmes de développeurs, c'est-à-dire, elle a considéré que le travail de syndicalisation était une dimension de l'activité militante en tant que telle. Ce qui n'existe pas à l'intérieur d'une structure comme la CGT. Ouais, juste une toute petite question, une toute petite réponse pour finir, parce que voilà. Ouais. Tu parlais de culture de grève, je voudrais venir sur quelque chose d'un peu plus large qui rejoint ce que tu étais un peu en train de dire. Et la syndicalisation, comment ? Petite, oui, moyenne question. Dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a un pan qui est plus vraiment fait non plus, et qui pourtant dans les sociétés actuelles serait important, c'est la construction d'une culture collective. Tes terrains d'enquête, on avait des entreprises effectivement très fragmentées, des gens qui sont déjà peu nombreux, isolés, et qui sont aussi souvent précaires dans leur vie individuelle, et on sait ce que ça apporte de marginalisation, y compris sociale. Donc, ils viennent au syndicalisme pour défendre surtout un droit individuel. Tu parlais des gens qui disaient « moi, je veux qu'on respecte mes droits », mais comment on en arrive à faire qu'ils les arrivent à dire « je veux qu'on respecte nos droits ». Et cette question-là, sur ton terrain d'enquête, est-ce que ces permanents syndicaux ou les fédérations pensent à la construction d'une culture collective, ou est-ce qu'ils utilisent encore les mêmes leviers qu'avant, ou ça change dans notre société ? Oui, alors, merci Fabien, ils ne pensent que ça. Et alors, c'est le principe de cette union syndicale. Alors, je ne veux pas rentrer, tu me dis court. Bon, alors je fais court, mais c'est rare les unions syndicales dans la structure, dans l'architecture institutionnelle de la CGT. Mais l'intérêt, du point de vue des permanents qui l'animent et de ce que je montre dans le livre de l'Union syndicale du commerce, c'est qu'elle permet justement de sortir les militants de leur entreprise, parce qu'on a affaire beaucoup. Ça, c'est aussi un des effets de la décentralisation de la négociation collective. C'est-à-dire le fait que l'essentiel de l'activité se passe maintenant dans les entreprises, ça enferme les militants dans l'entreprise. Et donc, comme ça se conjugue au fait que c'est des gens qui arrivent au syndicalisme sur des bases dépolitisées, c'est un syndicalisme d'entreprise. Bon, alors pour le coup, mais ça serait aussi vrai à la CFDT. Là-dessus, CFDT ou CGT, ils ont la même idée, et ils se construisent. Ils essayent de faire en sorte que le syndicalisme ne se limite pas à un syndicalisme d'entreprise. Donc très concrètement, cette union syndicale, elle permet aux militants
de se rencontrer. Parce que, en fait, très concrètement, union syndicale, ça veut dire que, pour celles et ceux qui sont syndiqués, vous le savez, lorsque vous avez un syndicat d'entreprise, c'est votre syndicat qui désigne votre délégué syndical. Et donc là, ça veut dire que votre union locale, votre fédération, elle n'a quasiment aucun pouvoir sur vous, vous êtes en totale autonomie. Et donc, pour peu que vous soyez dans une entreprise, vous avez des ressources, vous avez une bonne entente avec votre direction. Bon, il y a plein de militants que je croise jamais parce que ils vivent leur vie, quoi. Ils ont un label et il y a un permanent qui me dit CGT, c'est devenu un label, quoi. Donc, ils ont cette préoccupation permanente de recréer une culture, j'allais dire, à la fois professionnelle, une culture de classe et une culture militante commune. Et donc, l'union syndicale, elle fait en sorte que c'est l'union syndicale qui désigne les délégués syndicaux. Et donc, ils ont ce petit levier pour dire, en gros, si tu viens pas, si tu t'impliques pas dans l'activité de l'organisation, potentiellement, je peux te démandater. Bon, ça reste très, très théorique parce qu'on a des entreprises où il y a peu de vocation militante, il y a peu de salariés qui sont disposés à s'engager. Et donc, souvent, ils me disent, oui, c'est un branque, je fais avec. Parce que je suis bien content d'avoir un délégué syndical. Et le jour où j'ai un salarié qui va arriver, qui sera meilleur, je le mettrai à sa place. Mais au moins, c'est tellement dur. Déjà, il y en a un qui me dit c'est tellement dur d'avoir une section syndicale dans l'entreprise que je la garde. Je sais qu'il ne se passe rien. Je sais que c'est une coquille vide. Mais au moins elle est là. Mais oui, alors, tu verras dans le livre. Hein, c'est vraiment non, mais c'est vraiment, plus sérieusement, tout le travail qui est fait pour essayer de décloisonner. Et juste pour vous montrer un truc, un des enjeux, en fait, cette union syndicale, elle joue le rôle que jouaient les bourses du travail au début du XXe siècle, dans l'industrie naissante. Ça, c'est le chanteur Etili des historiens américains qui l'ont très bien montré. Les bourses du travail servaient de lieu d'échange d'expériences et de savoir-faire, et c'est à partir des bourses du travail que se diffuse la pratique de la grève. C'est ce que cherche à faire cette union syndicale, en étant un espace d'échange d'expériences des militants qui ont fait grève et qui donnent exemple. Ça permet de prendre appui sur des exemples et de démontrer la possibilité chez des militants qui en doutent de faire grève, y compris dans des secteurs qui sont plus habitués à en connaître. C'est aussi l'occasion pour eux d'échanger sur leurs conditions de travail, donc de faire le constat qu'ils subissent à peu près les mêmes conditions de travail et parfois de démystifier aussi la parole patronale qui en gros leur dit, alors surtout à Paris, vous avez des hôtels un peu prestigieux, donc c'est vrai des statuts parfois un peu plus avantageux par rapport à la moyenne, de dire ne vous plaignez pas, vous êtes quand même mieux payé que les autres. Et donc de manière assez classique dans ces réunions-là, les militants découvrent que non, pas du tout en fait, que tel hôtel, les salariés ont un 13e mois ou des primes supplémentaires, etc. Et donc, c'est aussi un point d'appui, ces échanges entre militants pour les permanents, pour tenter de dynamiser la revendication des salariés et des militants pour pas qu'ils se satisfassent, entre guillemets, de ce qu'ils ont. Donc, en tout cas, c'est au cœur de leurs préoccupations, mais souvent aussi un objet de désolation, je dois bien le dire, sur leur difficulté à recréer ce collectif-là. Bon, et on finira sur cette phrase de recréation de collectif. Je pense que c'est pas mal. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, voilà, les médiathèques sont très contentes de pouvoir faire avoir ces genres d'échanges parce qu'effectivement, on est un lieu de culture publique, d'accès à la culture pour tous, à l'information, au savoir, et je pense que on a rempli notre mission ce soir. Je vous rappelle que le livre est disponible à la médiathèque. Ceux qui n'ont pas la carte à la médiathèque, elle est gratuite pour tous. Ou que vous habitiez en France à Villeurbanne, donc vous pouvez le faire. Et si vous avez en plus envie de financer notre invité, le livre est disponible à l'achat. Juste là-bas, vous pouvez l'avoir et comme ça en plus vous pourrez le prêter une fois lu aux gens que vous connaissez si ils ne veulent pas aller jusqu'à la médiathèque de Villeurbanne. Merci à tous, merci à Baptiste, on peut l'applaudir. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail